Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles, y compris le week-end. Découvrons ensemble les grands titres de cette édition. Le coup d'envoi du rallye des gazelles est donné ce week-end à Nice et en préambule, tous les véhicules électriques qui vont prendre part à cette course se sont donné rendez-vous à Monaco où ils ont reçu les encouragements du prince Albert II. La reprise économique est bien là, malgré les vents contraires qui soufflent et la crise sanitaire qui perdure. C'est ce que nous dira l'économiste Jean-Pierre Petit, venu donner une conférence devant les adhérents du Monaco Economic Board. La tonalité de son intervention a été résolument optimiste. C'est une cause qui trouve un écho important à Monaco depuis plusieurs années, depuis la dynamique insufflée par la Fondation Flavien. Aujourd'hui avait lieu la traditionnelle Trot and Roll annuelle de l'association, destinée à récolter des fonds. Nous entendrons le président fondateur de la Fondation Flavien, Denis Macario. Des véhicules de collection qui raviront les passionnés d'automobile. Tout au long du week-end se tient le salon Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige et l'on peut y découvrir des véhicules appartenant à la collection du Prince Souverain. Nous étions sur place. Ces véhicules-là n'ont donc rien de vintage, mais ils ont la particularité d'être 100% électriques. Ils ont pris le départ du rallye des gazelles un peu en avance par rapport aux autres concurrents ce matin depuis Monaco, au pied du musée océanographique. Et un spectateur de marque est venu les encourager, le prince Albert II. Le reportage de Vanessa Dessy et Marie-Ève B. En 2017, le rallye Aïcha des gazelles du Maroc lançait une nouvelle catégorie permettant d'accueillir des véhicules électriques. En partenariat avec la Fondation Prince Albert II, le e-Gazelle Vinci Immobilier voit donc le jour. Il est le premier rallye raid au monde à intégrer une classe réservée aux véhicules 100% électriques. Ça se passe dans le désert, en hors-piste, donc c'est pas anecdotique, c'est vraiment quelque chose que nous mettons, qui nous demande beaucoup de contraintes, parce que comme vous le savez, l'électrique demande beaucoup de contraintes, mais nous sommes arrivés à relever le défi. Le soutien de la Fondation, pour moi, est nécessaire, vital, d'abord parce qu'elle crédibilise aussi la catégorie, et puis nos avancées, nous les faisons avec aussi la Fondation pour leur expliquer, ils nous aident, et ça c'est super important. 3 e-Gazelle Buggy prototypes et 10 e-Gazelle Auto ont donc pris le départ depuis la Principauté, dont l'équipage numéro 500 aux couleurs de Monaco Liver Disorder, une association monégasque qui aide et soutient la recherche médicale. Le but de ce rallye, j'allais dire 100% électrique, c'est surtout de soutenir aussi une association MLD, les maladies du foie de l'enfant. Donc sachez que si on fait ça, c'est pour réhabiliter l'hôpital de Nice, le service pédiatrique, car là, on a envie de donner du confort à ces enfants qui sont malades. Je crois qu'aujourd'hui, comme disait très justement la présidente, être à l'hôpital et être malade, si on n'a pas un lieu de vie, j'allais dire, qui soit adapté, la guérison n'avancera pas. Si on doit s'arrêter pour aider quelqu'un, si on doit malheureusement perdre du classement parce qu'on peut vraiment aider, être utile, je pense qu'on le fera. Maintenant, on concourt donc pour cette association MLD, comme le disait Manal tout à l'heure. On est 30 équipages à être engagés pour une association et à faire ce rallye des gazelles. À la clé, il y a un prix et j'avoue qu'on serait vraiment très heureuse de pouvoir gagner ce prix et pouvoir le verser à cette association qui est vraiment fabuleuse. Le départ a été donné par le prince Albert II depuis le musée océanographique. Un geste très symbolique puisque la principauté est précurseur en matière de protection de la planète. C'est un beau symbole, je crois, avec tout ce que la principauté fait, tout ce que la Fondation fait aussi pour promouvoir les énergies renouvelables, mais la mobilité propre. C'est un mariage parfait. Ça illustre très bien, je crois, cette volonté d'aller vers des solutions renouvelables. Il n'y a pas de rallye des gazelles sans volet humanitaire. Et puis toutes ces associations qui participent au travers de différents équipages. Je crois que c'est un très beau message d'espoir. Tous les équipages rejoindront Tanger au Maroc pour le début de cette nouvelle aventure. L'arrivée du rallye est prévue le 2 octobre prochain. On ne sait toujours pas à ce jour quand la pandémie de Covid-19 s'achèvera, mais malgré tout, les économistes se veulent optimistes. Le président des Cahiers Verts de l'économie est venu à l'invitation du Monaco Economic Board donner une conférence sur le thème de la reprise. Les variants vont-ils la rendre impossible? Réponse tout de suite avec Jean-Pierre Petit. Bonsoir. Bonsoir madame.
J'imagine qu'il est bien difficile pour les économistes d'avoir de grandes certitudes dans cette période dont on a bien du mal à voir la fin. Bien sûr, parce qu'il y a toute une série de chocs qui se sont présentés et qui vont continuer de se présenter face à nous. Il n'y a pas que la pandémie, hein. Il y a ce qui se passe en Chine, il y a les élections allemandes, il y a l'avenir des États-Unis, notamment les futurs plans de relance. Évidemment, il y a la situation des marchés, la situation de la dette. Il y a énormément de vents divers et variés qui se présentent devant nous, mais ça fait partie aussi du charme et même de l'intérêt du métier d'économiste. Oui, alors cela dit, vous disposez d'outils aujourd'hui qui facilitent votre travail ou faire des prévisions, c'est devenu une mission impossible? Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, je fais des prévisions à longueur de temps. D'ailleurs, je dois observer que par rapport vraiment au caractère totalement inédit de cette pandémie, les erreurs des économistes, d'une manière générale, n'ont pas été aussi massives qu'on aurait pu le penser. Voilà. Et au cœur de votre propos devant les adhérents du MEB, il y a eu cette fameuse reprise. Hein. C'est vrai que l'on en parle beaucoup, on l'attend surtout depuis de longs mois. Ouais, elle est là quand même. Hein. Elle est là. Si je prends l'Europe, si vous voulez, au deuxième trimestre, la croissance de la zone euro en rythme annualisé a fait 9%. Donc dans l'ensemble, par rapport à des discours très pessimistes qu'on pouvait avoir au début 2020, on s'en est pas trop mal tiré, en grande partie par effectivement les initiatives innovantes et dans l'ensemble assez rapides que les pouvoirs publics ont pris. Mais est-ce que l'arrivée des variants dont on sait qu'ils sont redoutables a rendu cette reprise difficile, voire délicate? Ce qu'on peut dire, c'est que le variant Delta qui est arrivé depuis plusieurs mois a freiné l'ampleur de la reprise. D'abord, il a surtout considérablement renforcé les goulets d'étranglement parce que de nombreux pays en amont du processus de production, en Asie de l'Est en particulier, ont été particulièrement frappés au cours des derniers mois. La République populaire de Chine, notamment au mois de juin, juillet, août, et puis les pays de l'ASEAN, d'Asie du Sud-Est, qui ont été très touchés. Et puis, c'est vrai, elle a un petit peu réduit, elle a freiné la mobilité, dans la mesure où Delta s'est propagé de façon non négligeable, par exemple en Amérique du Nord, aux États-Unis, et ça a freiné un petit peu l'ampleur de la reprise. Je dirais que ça a été plus un frein à la reprise qu'autre chose pour l'instant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sur les marchés et même ailleurs, hein, on craint une vague hivernale? Non, enfin, ça fait toujours partie de la prime de risque, si vous voulez, mais le sentiment dominant, c'est que pas à pas, on surmonte de mieux en mieux les variants. Voilà. Les nouvelles vagues, si vous voulez, pandémiques, et l'impact macro, globalement, est de moins en moins fort au fur et à mesure du temps. Vous avez axé votre propos sur la vaccination. Cette vaccination qui est présentée comme l'arme la plus fiable pour un retour à une vie normale, vous estimez qu'il est nécessaire qu'elle soit élargie à tous dans le monde entier? C'est vraiment l'arme ultime? Ah oui, et le problème qu'on a, c'est que dans un certain nombre de pays émergents, qu'on va dire plutôt pauvres, à bas revenus, le processus de vaccination n'est pas suffisant pour assurer une protection. Pour l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Amérique centrale, une partie du Moyen-Orient, le niveau de vaccination est trop faible. Alors après, ce qui compense un peu ça, c'est le taux de séroprévalence. Comme la pandémie s'est déjà depuis 20 mois très fortement développée, il y a une protection un petit peu naturelle qui se met en place. Mais malgré tout, le taux de vaccination dans des gros pays comme l'Inde, si vous voulez, n'est pas suffisant. Une dernière question, alors c'est toujours très difficile à dire et à entendre, mais la théorie des cavaliers de l'apocalypse laisse entendre qu'il n'y a rien de tel qu'une grande catastrophe sanitaire ou naturelle pour faire en quelque sorte table rase et relancer l'économie. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Non, c'est un point de vue que je ne partage évidemment pas. Simplement, je constate que lorsqu'il y a des grands chocs, alors des chocs pandémiques, des chocs géopolitiques majeurs, il y a effectivement des innovations qui se manifestent. Bon, ce qu'on peut dire sur Covid-19, pour simplifier, c'est que la numérisation de l'économie, la digitalisation de l'économie a fait des progrès indéniables, forcés, mais des progrès indéniables. Mais je n'oublie pas aussi que la pandémie a aussi fait très probablement des dizaines de millions de morts. Je n'oublie pas non plus qu'elle a cassé définitivement un grand nombre d'entreprises, voire de micro-secteurs.
qu'elle a éloigné du marché du travail des dizaines et même bien au-delà des centaines de milliers de gens du marché du travail. Donc elle a aussi causé des dommages collatéraux considérables. Donc c'est pour ça que je ne partage pas cette théorie des chevaliers de l'Apocalypse. Jean-Pierre Petit, merci pour cet éclairage économique à l'occasion de votre venue à Monaco. Julia Vial nous rejoint pour faire un point notamment sur les derniers chiffres de la vaccination. Bonsoir Julia. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Si l'épidémie de Covid-19 ralentit ces derniers jours, la vaccination, elle, continue dans la principauté. 26 672, soit 69,55% de la population monégasque a déjà reçu une première injection, tandis que 23 308 personnes sont désormais totalement vaccinées à Monaco, soit 87,39% des primo-injectés. Nous avons reçu Domiti Lagourgue, sa directrice, cette semaine. L'association Mission Enfance a dignement fêté un important anniversaire. Mission Enfance a effectivement célébré ses 30 ans hier soir à la Salle des Étoiles. Une belle soirée de gala en présence de nombreuses personnalités. Le prince Albert II de Monaco, la princesse Caroline ou encore l'ancien président Nicolas Sarkozy. Ils sont tous venus soutenir cette organisation fondée en 1991. Portée par sa présidente Patricia Husson, Mission Enfance vient en aide aux enfants en détresse dans le monde. 1 500 000 enfants ont ainsi été secourus par Mission Enfance en 3 décennies. C'est une programmation chargée et qui met l'accent sur les femmes. Que va proposer la médiathèque d'ici la fin de l'année, Julia ? Un programme qui sera consacré à toutes les femmes, celles d'ici et d'ailleurs celles d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Venez le découvrir dès le 28 septembre prochain à 18h30 à la médiathèque de Monaco. Mais avant ça, je peux d'ores et déjà vous dire que différentes thématiques seront abordées grâce à des figures féminines emblématiques. Auteurs, réalisatrices, historiennes ou musiciennes, ces femmes d'exception viendront apporter leur expérience. La première à parler sera la comédienne engagée Noémie Delattre, qui abordera les femmes autour d'une conférence interactive inédite. Nous parlions il y a quelques instants de l'association Mission Enfance. Une autre fondation œuvre en faveur des plus jeunes et organise aujourd'hui un événement qui lui permet de récolter des fonds, la Trot & Roll. Il s'agit de la fondation Flavien. Elle soutient la recherche contre les cancers pédiatriques et favorise leur médiatisation. Le président et fondateur de la fondation Flavien est notre deuxième invité. Bonsoir Denis Macario. Bonsoir Patricia, bonsoir Monaco Info. Vous êtes bien entouré, ce Trot & Roll, c'est un événement très important pour la fondation que vous avez créée et cette édition est d'autant plus importante qu'elle avait été annulée l'an passé. Exactement, c'est l'édition d'après. La 7e, ça aurait dû être la 8e, c'est la 7e. Et comme l'année dernière, même s'il n'y a pas eu d'édition, on a remis 100 000. Cette année, il y a l'édition et on remet 100 000 € pour la recherche. Et le monde est au rendez-vous, hein. Vous avez une vraie communauté autour de vous qui vous soutient à Monaco. Hein. Exactement, il y a une vraie communauté, énormément de monde. Je suis entouré, comme vous pouvez le voir, de l'homme de fer et d'un super pilote. Hein, que la force soit avec nous pour les enfants. Ça reste votre credo. Expliquez-nous très concrètement comment les fonds récoltés vont être affectés. Ces 100 000 €, on les remet au centre scientifique de Monaco et ça va pour le projet Médulo, le projet de la Fondation Flavien, avec le directeur de recherche. Et de là, on est dans l'antichambre de l'essai clinique. On y est. Donc ça, effectivement, c'est l'unité que vous avez contribué à créer grâce à vos financements au CSM. Il y a eu des avancées très significatives. En plus de 5 ans, nous sommes arrivés, je dirais, comme je disais, dans l'antichambre de l'essai clinique. Cette antichambre, là maintenant, il faut qu'on passe à la phase active. Il faut qu'il soit mis en place, cet essai clinique. Maintenant, il faut faire la preuve, entre guillemets, sur des enfants qui seraient recrutés, entre guillemets, recrutés. Hein. C'est un peu comme ça qu'on les dit, sur dossiers médicaux. Et en fonction de ça, voilà, nous, j'aimerais bien prendre tous les enfants qui ont la dure maladie qu'a eu Flavien, avec la dure faim qu'il a eue. C'est un traitement qui existe pour l'adulte. Il est transposé à l'enfant avec les autres traitements qui sont en cours, actuels et validés. Là, on va faire en sorte que les traitements soient validés
C'est sur un cancer en particulier que travaillent les équipes du CSM? Tout à fait, c'est une tumeur cérébrale qui s'appelle médulloblastome. Et dans chaque type de famille, il y a des sous-familles à chaque fois, des spécificités. Mais quand on a une solution, quand on a une voie là, qui est créée, il faut y aller quoi. Donc là, l'étape importante, ce sont les essais cliniques. Quelle perspective se dessine ensuite? On est sur du très long terme ou au contraire, cela peut déboucher à des résultats importants, majeurs à court terme? On va dire que c'est plutôt du moyen terme parce qu'un essai clinique, en général, c'est pas sur une année. Hein. C'est au bas mot sur 3 ans du moyen terme. Mais dès qu'il est engagé, c'est sur du 3 ans. Il aurait pu être fait là. Il y a eu le Covid. Mais pendant le Covid, il y a les autres maladies, les autres cancers qui arrivent. D'autres adultes ou enfants sont atteints. Et ceux-là, à un moment donné, ils ont été laissés pour compte. Denis Macario, on a le sentiment effectivement peut-être que le Covid a un peu tout occulté. Vous avez vraiment initié une dynamique en principauté. Mais est-ce que vous avez le sentiment tout de même qu'au cours des dernières années, la cause des cancers pédiatriques a été mieux prise en compte? À Monaco, c'est indéniable. Dès le début, elle est prise en compte par tout le pays, par toute la principauté. On le voit bien, c'est symbolique. Quand on a le palais qui se met en orange, quand on a le musée qui se met en orange, quand on a le Conseil national qui se met en orange, quand on a des établissements privés comme le Grimaldi Forum ou alors des banques privées comme le Barclays, Monaco qui se mettent en orange, ça veut dire que le message est passé dans la population, dans les autorités. C'est évident puisqu'ils sont là, partenaires avec nous. Mais la population maintenant, elle nous connaît. Il faudrait approfondir ce message-là pour savoir, pour montrer vraiment l'efficacité des fonds qui ont été confiés à la Fondation. C'est énorme et il faut donc capitaliser sur ces travaux qui ont duré 6 ans. Et il y en a encore d'autres. Ça va durer toute une vie, jusqu'à mon dernier souffle. Je n'hésiterai jamais à mettre 100 000 € grâce à tout le monde. Hein. Voilà quoi. Les enfants, la vie d'un enfant vaut plus que 100 000 € quand même. Poursuivre la mobilisation, le message est entendu. Denis Macario, merci d'avoir été notre invité alors que vous organisiez aujourd'hui la Trot and Roll de la Fondation Flavien. Merci à vous, merci d'exister et puis faites un don sur le site de la Fondation Flavien. Passons à la page sportive et un derby qui va attirer tous les regards et qui a toujours donné lieu à de belles passes d'armes. L'AS Monaco FC se déplace à Nice ce dimanche à 13 h, Julia, à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1. Il s'agira, Patricia, du 101e derby de l'histoire. Rappelez-vous, la saison dernière, cette confrontation avait souri au Rouge et Blanc avec 2 succès en Ligue 1. Cette année, la rencontre promet d'être rugueuse car les Niçois sont repartis sur de nouvelles bases lors de l'intersaison. Depuis le 28 juin dernier, ils sont dirigés par Christophe Galtier. 4e du classement général, son équipe fait un bon début de saison grâce notamment à une défense imperméable. Nice est d'ailleurs la seule équipe à n'avoir encaissé aucun but dans les 5 grands championnats européens cette saison. Pour Monaco, le défi sera donc d'être les premiers à transpercer la défense niçoise. Et nous y reviendrons bien sûr largement lundi. Pour la Roca Team, la préparation d'avant-saison se poursuit sous les meilleurs auspices avec cette victoire en Allemagne où l'équipe a pris le dessus sur Oldenburg, Julia. Une chose est sûre, hier était une belle journée pour l'AS Monaco Basket avec pour commencer l'arrivée de la superstar Mike James qui a ravi tous les supporters. Il a d'ailleurs retrouvé le groupe monégasque en Allemagne dans l'après-midi. Aux alentours, Patricia, de 15 h. L'autre bonne nouvelle, c'est évidemment la victoire des Monégasques 98-95 face à Oldenburg. Décidément, lors de cette préparation estivale, l'AS Monaco adore jouer dans des matchs à suspense. Ce dimanche, ils affronteront de nouveau Oldenburg à 15 h 30. Peut-être verra-t-on à l'occasion de ce match Mike James faire sa grande première. Et enfin, un coup de pouce à une artiste qui fait partie de l'école de musique Voice in Progress et qui a participé à l'émission télévisée The Voice. C'était en mars dernier, Elodie Costa, 39 ans, se présentait face au célèbre jury de The Voice. Elle reprend ce jour-là Si Maman Si de France Gall, touchant à la fois les coachs comme les téléspectateurs. Malgré une prestation émouvante, aucun coach ne se retourne. Mélodie ne s'arrête pas là et décide de sortir son premier single intitulé Mélodie. Écoutez. Comme une
je chante mes envies, poussées par l'élan, portée par mes rêves d'enfant. Mes yeux verts émeraude, je casse tous les codes, je ne laisse personne indifférent. Le titre pop et entraînant est disponible depuis le 10 septembre sur toutes les plateformes digitales. Voilà pour cette pause musicale. Nous avons débuté ce journal avec des véhicules tout électriques qui s'apprêtaient à rejoindre le désert en prenant part au rallye des gazelles. Fermons-le aussi avec des véhicules, mais cette fois aussi rares que prestigieux. Des véhicules de collection qui sont exposés au salon Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige tout au long du week-end. Nous pourrons également les retrouver lors du prochain salon Top Marque à Monaco. Des voitures de la collection princière en font partie. Vanessa Dessy et Marie-Ève B vous en livrent un avant-goût. Témoin d'un riche passé, il s'agit d'une exposition de voitures de collection iconiques. Ferrari, Porsche, BMW, le Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige met à l'honneur cette année le coupé sportif avec un plateau à faire tourner les têtes. La collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince a réuni pour l'occasion deux véhicules emblématiques. Une Delahaye 135 MS achetée par le Prince Régnier III en 1985 et une Porsche 911 Carrera RS de 1973. La Delahaye, c'est une des dernières qui a été produite avec cette carrosserie qui date en fait d'avant-guerre, mais qui est encore sortie en 1947. C'est pour ça que vous avez le sigle GFA sur la calandre. Et elle a été carrossée par Chaperon et elle a encore vraiment cette élégance. Quant à la Porsche, c'est vraiment la génération de la fin des années 60, début des années 70, avec ses couleurs criardes et également une voiture très performante et une des légendes de Porsche. Le salon Top Marque a également profité de l'événement pour dévoiler son tout nouveau partenariat avec l'ancien pilote de F1 Thierry Boutsen. Un hall dédié aux voitures de sport des années 50 à 90 sera proposé lors du prochain salon Top Marque. Top Marque est un salon qui est en plein développement. On a eu malheureusement le Covid qui nous a empêchés de le faire produire pendant 2 ans. Mais là, cette année-ci, je crois, enfin l'année prochaine, ça va être un grand cru, je crois. Nous sommes là pour participer comme partenaire pour la division des voitures classiques, des voitures historiques. Et je crois qu'on aura beaucoup de monde qui sera là avec de très très belles voitures. Il y a un engouement extraordinaire pour ce genre de voitures actuellement. Nous, avec notre société Boutsen Classic Cars, on expose 3 voitures ici, des voitures très diverses. On a une Cobra, on a une Porsche 962 de compétition, une Ferrari 512 TR, donc c'est très varié. Mais c'est des voitures qui procurent beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions aussi, non seulement chez nous, mais chez tout le monde. Et cette année, le concours d'élégance reprend ses droits comme événement phare à découvrir ce dimanche sur l'esplanade du Centenaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Avant de nous quitter, un détour par les cartes météo. Le soleil fait de la résistance, Julia. Et ce, pour notre plus grand bonheur, Patricia, ce dimanche 19 septembre sera encore une journée idyllique. Que vous dire, à part que le soleil brillera sur toute la principauté. Les températures s'adoucissent avec 17 degrés au petit matin. Pour finir, si vous connaissez une Émilie, c'est le moment de lui souhaiter une très belle fête. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, souhaitons effectivement une bonne fête à Émilie Rousseau, que vous retrouverez d'ailleurs jeudi à cette même place. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20 h pour le best-of de la semaine. Avant cela, n'oubliez pas 19 h dimanche, le magazine présenté par Yann-Anthony Noguès et qui vous enivrera avec les secrets de fabrication du vin. Les photos de fin de journal ont été prises lors de la Trot & Roll de la Fondation Flavien. Passez une belle et douce soirée. À demain.